Je me présente, Pierre-Éric Danin, je suis médecin anesthésiste réanimateur, gériatre également. Je travaille à Nice, donc c'était dur pour moi aussi de venir jusqu'à chez vous, hein. Aujourd'hui, je vous dis comme ça n'a rien à voir, mais ouverture des pistes à Isola 2000 ce matin. Donc pendant qu'on est en train de parler dans la salle, là, il y en a qui font du ski, et j'aurais pu en être. Enfin, je dis ça. Bon, bref, on est ici pour parler de quelque chose de pas forcément sexy au premier coup d'œil comme ça, les vieux, hein. Alors moi je dis les vieux, je suis gériatre, hein, donc je peux me permettre. Il n'y a rien de péjoratif, c'est mon fond de boutique, on va dire, hein, les personnes âgées. Donc effectivement, moi j'apprécie effectivement cette classe de population, très intéressante, hein, on va pouvoir en discuter tranquillement. Mais le titre là que mes jeunes collègues ont proposé, eh bien, hein, très bien, ça m'a permis d'être là pour en parler, mais on pourrait le critiquer un petit peu. Je vous dis au passage d'ailleurs, si vous voulez poser des questions, si vous voulez intervenir, si vous voulez me couper la parole, et si vous voulez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, parfait, j'adore. Comme ça, on discute un petit peu, et ça fait l'interactivité. Troisième âge en réanimation. Troisième âge, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un quatrième âge? Est-ce qu'il y a un second âge? Est-ce qu'il y a un premier âge? Est-ce qu'on parle de vieux, de seniors, de personnes âgées, de vétérans, de masters, de nos aînés, comme on dit en politique ou en marketing? Donc c'est un petit peu compliqué. Est-ce que je suis vieux, moi? Est-ce que vous êtes jeune? Ajar. Voyez, donc c'est un peu compliqué finalement, mais on va parler des personnes les plus âgées finalement. Celles qu'on renacle un petit peu à prendre en réanimation, mais finalement qui sont extrêmement nombreuses. Si vous regardez autour de vous, vous avez fait les cours d'histoire, machin, vous connaissez le baby boom, ça explose. C'est le tsunami qui arrive là. Là, les vieux, ils sont partout, tous autour de nous. Pas aujourd'hui, parce que c'est réservé aux jeunes ici. Mais dans la rue, vous regardez. Alors à Nice, je suis bien placé, hein, je me balade au centre-ville de Nice, c'est pas comme à Lille, hein. Lille, moi, je me suis baladé un petit peu hier soir, il y avait des jeunes partout, c'était sympa et tout. Nice, c'est enregistré, il ne faut pas que je dise non plus n'importe quoi. Non, enfin Nice, c'est très très bien, mais effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées partout, on en voit partout, on en voit beaucoup à l'hôpital, vous le savez, et on en voit aussi beaucoup en réanimation, et on va en voir de plus en plus. Quand j'avais votre âge, il y a quelques années en fait, je me suis rendu compte de ça. Il y avait beaucoup de vieux, beaucoup de personnes âgées, hein, vieux. C'est encore une fois, c'est pas péjoratif de ma part. Il y avait beaucoup de personnes âgées donc en réanimation. Et je me suis dit, bon, j'étais chef de clinique en réanimation. Je me dis, il y en a marre des personnes âgées. Ils sont là, ils sont un peu comorbides. Ça marche pas la réanimation. C'est ce que je me disais. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire une petite étude, un petit poster. C'est bien de faire des posters quand on est interne ou chef de clinique. Et donc j'ai commencé à colliger toutes les personnes de plus de 80 ans qu'on avait admis dans la réanimation où je travaille actuellement, à Lyon c'était en l'occurrence. Et puis je me suis rendu compte qu'ils s'en sortent. Ces gens-là, ils rentrent en réanimation, on leur traite leurs problèmes, on gère leurs défaillances, et ils sortent de réanimation, ils sont remis dans la circulation, entre guillemets. Ils sont remis sur les rails. Donc là, je me suis posé des questions, je me suis dit, ah mince, moi qui voulais faire une étude, parce que j'en avais marre d'avoir des personnes âgées, je me rends compte qu'au final, ça marche. Je commence à lire un petit peu la littérature, je regarde, vous savez, PubMed, machin. Et en fait, je me rends compte qu'on parle de plus en plus des personnes âgées en réanimation, effectivement. Et que c'est un topic, en fait. Topic, c'est comme, vous savez, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à la ventilation en réanimation, beaucoup à l'hémodynamique. En anesthésie, il y en a qui s'intéressent beaucoup à l'anesthésie loco-régionale. Et bien en réanimation, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup aux personnes âgées, et ils publient là-dessus, et ils font leur travail de thèse là-dessus, et ils font leur carrière là-dessus pour certains aussi. Donc c'est quelque chose qui est intéressant en soi, sur lequel il y a beaucoup de recherches à faire, et qui peut être très intéressant. Et qui est très intéressant d'ailleurs. Donc une fois qu'on a dit ça, que c'est intéressant, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi je suis gériatre aussi. Donc je vais vous parler un tout petit peu de gériatrie. Oh là là. classe le congrès d'anesthésie réa. Ça c'est toute la gériatrie ça. Jean-Paul Bouchon. Jean-Pierre, pardon. Jean-Pierre Bouchon. Un gériatre français, 1970-75 à peu près, il publie cette courbe-là. Extraordinaire. Je pense qu'on me voit comme ça, ouais. Ça exprime toute la gériatrie. Et c'est ça qui, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et là, vous pouvez vaquer à vos occupations et faire ce que vous voulez. Et repartir avec ce message-là que vous direz à droite à gauche quand vous rentrerez chez vous. Regardez. La première grande courbe ici, c'est le vieillissement normal. Tous. Là, on est à 20 ans, on est au top.
Là, on a 100, 105 ans, 110 ans, tout s'arrête. C'est fini, c'est la vieillesse. Normal. Ligne 1. Ligne 2, c'est la maladie chronique. Hypertension, diabète, tabac, alcool, environnement, mauvais mode de vie, on va dire. Donc c'est ligne 2 ici. Et ligne 3 ici, c'est les accidents aigus de la vie. Pneumopathie, accident de la voie publique, péritonite, tout ce qu'on peut avoir. Opération chirurgicale, un col fémoral. Donc il y a 3 droites comme ça qui s'entremêlent. 1, 2 et 3. La droite 1, on ne peut rien y faire. C'est la vie normale. Droite 2, on peut essayer de corriger un petit peu. Hypertension et diabète, on a des médicaments pour traiter ça. Donc on peut essayer, à partir, quand on a un début d'infléchissement vers la droite 2, on peut tendre à remonter vers cette droite-là. Et le 3, c'est nous, ça c'est la réanimation. La médecine d'urgence. Il y a un problème aigu, on va essayer de remonter soit vers la droite numéro 2, soit si on est parti directement ici, vers la droite numéro 1. Et là, on a fait le job. Et la gériatrie, c'est ça. Et si on a compris ça, on a tout compris. Une personne âgée qui vient aux urgences pour une décompensation, c'est parce qu'elle est en train de prendre ce chemin-là. Et nous, il faut qu'on essaye, enfin, le gériatre, le médecin, en fait, il va falloir qu'il la remette sur cette droite-là. Donc ça, c'est le principe de la gériatrie. C'est-à-dire que la personne âgée, si elle se dégrade, ce n'est pas forcément parce qu'elle est en fin de vie, c'est peut-être parce qu'elle a un épisode aigu qu'il va falloir rechercher, qu'il va falloir traiter. Ça, c'est vraiment la base. D'accord ? Quand on parle de gériatrie, et je parle de gériatrie, on parle aussi de gérontologie. Du coup, moi, j'ai passé la capacité en gériatrie et gérontologie. Gérontologie, c'est l'étude du vieillissement. Et là, au niveau fondamental, ça va être aussi intéressant. Parce que le vieillissement, c'est quoi ? Le vieillissement, pourquoi on vieillit d'ailleurs ? Pourquoi on a des rides ? Pourquoi on est de moins en moins costaud ? Pourquoi, à la fin ici, on meurt ? Qu'est-ce qui fait que dans nos cellules, dans notre génome, pourquoi est-ce que petit à petit on s'amenuise ? Il n'y a pas de réponse. Il y a pas mal d'hypothèses. Vous connaissez l'histoire des télomères, le bout des chromosomes qui, tac, 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 petit à petit raccourcit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. À ce moment-là, on meurt. Ça, c'est une hypothèse. C'est naissance cellulaire. C'est vaste, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire que la cellule a vieilli. Quoi, il y a des mécanismes d'apoptose, de nécrose, d'autophagie. C'est un peu flou tout ça, tous ces vieillissements. Est-ce qu'il y a une histoire de stress oxydatif aussi, avec la mitochondrie qui fonctionnera un petit peu moins bien au fur et à mesure des années, mais au bout de combien de temps ? Pourquoi ? Pourquoi moi je vais vivre 100 ans et pourquoi quelqu'un à côté va vivre 80 ans ou 70 ans et s'arrêter de vivre comme ça ? Donc c'est assez complexe déjà ce vieillissement-là. Et puis ce qui est intéressant pour nous, et c'est en pratique, et ça vous le vivez aussi, c'est le vieillissement physiologique. La diminution de la capacité respiratoire avec l'âge, la myotrophie, la sarcopénie qui apparaît avec l'âge. Au niveau rhumatologique, orthopédique, vous voyez les personnes âgées un peu plus courbées. Au niveau hémodynamique, tout simplement, une échographie de vous, là, jeune 20-25 ans en bonne santé, c'est pas pareil qu'une échographie de 50 ans où on a des troubles de relaxation en rapport avec l'âge. C'est-à-dire quoi ? Troubles de relaxation en rapport avec l'âge. Donc vous voyez, vous avez une application directe de la gériatrie chez les patients que vous allez, vous, déjà prendre en charge ici. Donc la gériatrie, elle est partout, la gérontologie, elle est aussi partout, donc c'est quelque chose qui est en fait omniprésent. Donc, je regarde si j'ai rien oublié comme chose intéressante à vous dire, mais quand on a dit ça, sur la gériatrie, la gérontologie, c'est quoi l'impact en réanimation ? C'est quoi faire de la réanimation gériatrique ? C'est pas pareil que faire de la réanimation des vieux. C'est pas pareil que faire la réanimation des personnes âgées. Ça, tout le monde peut le faire. J'ai un service de réanimation, un ventilateur, un scope, un cathéter, machin. Je prends n'importe quel âge, 20, 25 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, je mets dedans, 80 ans, je mets dedans pareil aussi. Ouais, ça c'est la réanimation, tout dedans. Maintenant, faire de la réanimation gériatrique, ça va être un état d'esprit. Enfin, c'est comme ça que je le vois, moi, en fait. C'est-à-dire que moi, je travaille dans une réanimation spécialisée en gériatrie. On exclut les jeunes de nos entrées. Enfin, pas tout à fait, quand il y a des jeunes, on les prend, quand il y a besoin de place. Mais on prend principalement, et on est connu dans la région niçoise, pour prendre principalement les gens âgés, sans qu'il y ait d'âge en soi. Encore une fois, il n'y a pas de limite d'âge. On peut prendre du 55 ans, 60 ans, 70, mais on va prendre du 80 ans aussi. Parmi vous, là, je vais faire un petit sondage comme ça, là. 90 ans, 90 ans.
1921, je crois que ça date de naissance. Mais non, pas 1921. 1931. 90 ans, 10 de lactatémie. Vous connaissez le lactate? 10 de lactatémie. Qui prend? Vas-y. Qui prend? Je voudrais te dire rien de plus. Hein. Ça dépend pourquoi, ouais, mais de prime abord, comme ça. 90 ans. Bon, je l'ai pris en soins continu. Je l'ai pris en soins continus, ce patient. Trouble cognitif, léger, vie en maison de retraite, mais une vie exceptionnelle. Je vous raconte la petite anecdote comme ça, en passant. Mais c'est un patient que j'ai admis il y a une douzaine de jours. Là. C'est vrai, c'est les urgences qui m'avaient appelé. Le mec avait un petit peu mal au bide, 90 ans, mal au bide, bon, terrain vasculaire peut-être. Bon, il était juste un peu hypertendu, un tout petit peu de diabète. Il vivait dans son EHPAD, il déambulait tranquille. Dément déambulant, c'était comme ça que c'était écrit, mais bon, on en reparlera après des cotations des personnes âgées. Et voilà, mal au ventre, il était allé une première fois aux urgences. Les urgences avaient dit c'est rien, mais le bilan, je n'avais pas vu de ce premier passage de urgence. Il revient aux urgences, il a 10 de lactate, une insuffisance rénale aiguë, un pH qui tournait autour de 7,20, le PC2 un petit peu bas. Parce que je me remémore aussi, il y avait l'insuffisance rénale effectivement. Bon, je vous donne une partie de la réponse, il était sous metformine. Insuffisance rénale, metformine, douleur abdominale, ils font le scanner injecté. C'est la vraie vie. Hein. Il est encore chez nous en soins continus, là. Il va bientôt sortir. Il est peut-être déjà sorti. Bref, ils font le scanner injecté, pas de signe d'ischémie mésentérique. Il est conscient, je dis amen. Donc le gars il arrive chez nous, et en fait, il était déshydraté tout simplement, avec une diarrhée qu'il avait eue les jours précédents. Et puis il avait continué à prendre sa metformine, et puis les choses s'étaient allées comme ça, et pendant 2-3 jours on n'avait pas fait attention, on l'avait laissé dans cet état-là, et donc juste avec du remplissage, des bons soins, un petit peu de temps, on verra, c'est extrêmement important le temps, on a remis le gars sur les rails, il arrivait le soir à 18h, il avait ses 10 de lactate, dans la nuit 6, le matin il avait 3 ou 4, quelque chose comme ça. Donc vous voyez que la pente de décroissance de la lactatémie n'est pas si rapide que ça non plus chez la personne âgée. Hein. On n'est pas chez le jeune où on fait un effort physique, on monte à 20 et puis 2 heures après on n'a plus rien. Là, il avait une pente décroissante de sa lactatémie qui était très progressive en rapport avec ses 90 ans. Mais ça a été simplement avec de la réhydratation. La fonction rénale rentrait dans l'ordre. Et puis on a pu discuter avec ce monsieur-là qui était considéré comme dément, mais avec qui on pouvait discuter. Il parlait anglais, il avait eu une maison à San Diego. Et ce qui est rigolo avec les vieux aussi, mais peut-être vous pouvez. Moi, je me permets de le faire de temps en temps, c'est de leur poser un petit peu des questions sur la vie, sur leur vie, parce qu'à 90 ans, effectivement, ils ont vécu des choses. Et bon, je ne veux pas faire le misogyne non plus là, mais les personnes âgées du sexe masculin ont souvent des histoires à raconter sur les femmes. C'est comme ça. Et ça leur plaît, et ils aiment bien, ils racontent un petit peu leur truc. Et donc je m'assois à côté de lui, et puis on discute un petit peu, et ce mec-là qui était considéré dément déambulant, finalement oui, effectivement, il y avait quelques troubles cognitifs, mais c'était très sympathique de discuter avec lui, et il était ancien chef de plusieurs entreprises, et il avait un parcours de vie qui était pas mal du tout. Donc voilà, 10 de lactate, 90 ans, pourquoi pas, on prend. Mais avec cette philosophie de prendre en réanimation des gens sur lesquels on va avoir une prise en charge qui est un petit peu différente du jeune polytraumatisé, par exemple. Et donc, il va falloir faire plusieurs choses, peut-être un petit peu différemment, mais la première, je vous l'ai déjà dit, c'est de prendre du temps. Parce que les vieux, ça prend du temps. Vous avez vu la décroissance du lactate, c'est progressif, et ça ne va pas se régler en 2 heures. Deuxième concept, peut-être pour la réanimation gériatrique, qui va un petit peu, et quelque chose qui, je ne sais pas que pour la réanimation gériatrique, mais quelque chose qui me tient à cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la prophétie autoréalisatrice. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est de la sociologie un petit peu, hein, mais ça peut toucher aussi la médecine. Vous avez un patient en vrac qui arrive devant vous comme ça. Oui, il est en vrac, que ce soit la réanimation chirurgicale, médicale, peu importe. Et il y a votre seigneur qui dit, de toute façon, il va mourir. Votre Seigneur vous dit ça. Il dit, vas-y, mets les cathés, de toute façon, il va mourir. Vous êtes là, vous mettez les cathés, mais la motivation, elle est moyenne, quoi. Les infirmières regardent, ouais, il est mourant, on met les cathés, machin. Et personne n'est motivé. Vous mettez les cathés comme ça, l'infirmière prend son temps, vous rigolez, vous parlez d'autre chose, puis vous ne regardez pas l'attention. Personne n'est motivé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Le patient meurt.
Pourquoi? Parce que personne ne s'est motivé autour d'une prise en charge active. Donc, c'est-à-dire que votre senior a parlé, a eu des gestes qui ont eu un impact sur votre comportement. Votre comportement à vous, du coup, était moins dynamique et les infirmières l'ont vu. Du coup, elles ont eu un comportement moins dynamique aussi. Et du coup, le comportement moins dynamique des infirmières fait que le patient est moins bien. Et donc, le senior, au début, est encore moins motivé. Et à la fin, il meurt. Et le senior vous dit, grand seigneur, le senior, grand seigneur, je te l'avais bien dit, il est mort. Ben oui, mais ça c'est facile. Mais ça c'est la prophétie autoréalisatrice. Mais là, tout votre intérêt à vous, c'est de dire non, attention, le mec qui vient d'arriver en vrac, moi je me lance à fond dessus et je suis à fond et je vais essayer. Et peut-être vous allez vous tromper et peut-être on va vous dire, bah voilà, tu vois, il est mort. Tu t'es donné à fond, il est mort. Ok, mais vous avez essayé, vous avez fait votre job. Donc ne partez pas perdant sur un patient en vrac. Et c'est pareil pour les personnes âgées. Il a 90 ans, il est moche. Tous les gens malades, ils sont moches. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui sont malades et beaux. Hein. Donc, il est moche. Ben ouais, on se jette à fond dessus. Et pas de limite. On s'investit vraiment beaucoup dans la prise en charge. Et là, vous allez faire pas une prophétie autorisatrice, mais vous allez rentrer dans un cercle vertueux où tout le monde sera motivé autour de la prise en charge du patient. Vous voyez? De dire, me dites pas que ça vous est pas arrivé. Hein. Ah, encore ça, machin. Ben oui, ben non, on y va, on essaie de le tirer d'affaire. C'est ça le principe. Et c'est un des concepts aussi importants de la réanimation gériatrique. Je vous parle un peu de philosophie, mais enfin de philosophie, d'ambiance de réanimation gériatrique, mais après je pourrais reprendre des exemples et puis on pourra en discuter librement. Et je pense que vous aurez aussi des exemples à me donner, on pourra en discuter. Mais pour moi, la réanimation gériatrique, je ne sais pas si pour vous, il y en a qui font de la navigation. Mais dans la navigation, il y a deux types de bateaux sur l'eau. Il y a les vedettes super extra avec la manette des gaz et machin. On pousse à fond avec les filles à l'arrière ou à l'avant. Comme ça, en maillot de bain, et on trace sur la mer. En tout cas, à Nice, c'est comme ça. Et puis, il y a le rassemblement des vieux gréments à Antibes, qui est extraordinaire, moi, que je trouve ça magnifique. C'est des vieux bateaux en bois, avec des cordages, avec des voiles. Et quand on navigue là-dessus, il y a le bateau qui craque. Enfin, il faut l'entendre. Il y a les vagues qui passent à côté. Moi, je trouve ça magnifique. Et naviguer sur un bateau en bois, c'est difficile. Il faut bien connaître la mer, il faut bien connaître le vent, il faut bien connaître son appareillage, son équipage. Il ne faut pas faire de bêtises, parce que chaque bêtise, le bateau il pète et ça coûte cher un bateau en bois. Alors que la vedette, on pousse les gaz et ça va bien. En réanimation gériatrique, c'est pareil. Le vieux, c'est un bateau en bois qui craque de partout. Mais quand on arrive à bien le faire marcher, quand on arrive à lui faire prendre le vent, je peux vous assurer que c'est un bonheur. Parce que revoir quelqu'un qui était intubé, ventilé sur le ventre, on l'a fait, on le fait encore, 88 ans en décubitus ventrale, pas de souci. Mais quand on voit la personne qui a été trachéotomisée, quand on la voit marcher dans le couloir avec son déambulateur, personne âgée, elle peut marcher avec un déambulateur au début, après elle va prendre une canne. Quand on la voit marcher et on voit le parcours qu'elle a effectué, on se dit putain, on a réussi. C'est bien ça. Mais ce n'est pas la vedette toute simple, ce n'est pas le jeune de 25 ans qui a la pneumopathie à pneumocoque, on l'intube, 3 jours après c'est fini, il a fait une durée moyenne de séjour de 5 jours, 6 jours en réanimation, puis c'est fini. Non, nous on est un petit peu plus haut en durée moyenne en réanimation, parce que les vieux, ça prend du temps. Alors, est-ce qu'il faut soigner les vieux ? Est-ce qu'il faut traiter? Parce que, en fait, c'est quoi le but? C'est de remettre les gens au travail. Le jeune de 25 ans qui a eu sa pneumopathie à pneumocoque, on le traite, il va retourner travailler après son arrêt de travail, tout ça. La personne âgée qu'on traite, des fois elle vient d'EHPAD, des fois elle vient de domicile, des fois elle vient de n'importe où elle veut d'ailleurs, mais elle ne va pas retravailler. Le vieux, il est retraité, il retourne de l'hôpital, il est toujours retraité. Il est avec des aidants à domicile. Les aidants, c'est toutes les personnes qui aident de façon gratuite en général. Les aidants, c'est tous les gens qu'il y a autour de la personne âgée. Il va retourner avec ses aidants. On veut remettre la personne âgée sur les rails comme elle était avant. Donc, ce sera avec le même environnement, mais on ne remettra pas les vieux au travail. L'âge de la retraite, il est fixe et c'est comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, pour la réanimation gériatrique, c'est ça les concepts qu'il faut avoir. Et donc, il faut savoir très tôt où on va chez les patients. Savoir très tôt où on va, ça veut dire qu'on ne peut pas admettre un patient parce qu'il a 10 de lactate et qu'il a 90 ans. Non, il faut comprendre un petit peu pourquoi il a 10 de lactate. Je vous ai balancé ça tout à l'heure, c'était pour le sport, là, pour faire réagir un petit peu. Mais effectivement, moi, je ne l'aurais pas pris s'il avait l'ischémie mésentérique.
s'il était déjà gravataire à la maison. Et on va revoir un score tout à l'heure hein, aussi sur ces patients-là. Donc il faut avoir un diagnostic et il faut savoir pourquoi on prend en charge ces patients. Donc faire un diagnostic, c'est faire de la médecine précise. Et on ne peut pas le prendre juste parce qu'il est en défaillance. Non. L'urgentiste qui me dit ouais, il ne respire pas, il faut que tu le prennes en réanimation. Ok, mais pourquoi il ne respire pas? Est-ce que c'est un BPCO finissant? Est-ce que c'est un insuffisant cardiaque en bout de course? Et à ce moment-là, non, il n'y a pas la place en réanimation, bien évidemment, quel que soit son âge. Mais si c'est un épisode aigu, oui, mais il faut savoir pourquoi c'est un épisode aigu. Pneumothorax, pneumopathie, embolie pulmonaire, Covid. Voilà, on a toutes ces possibilités-là. Donc vraiment, être très très précis sur le diagnostic. Et puis faire les choses, comme je vous ai dit, se lancer à fond. Comme je vous dis, les personnes âgées, c'est un topic. Et en réanimation, mais aussi en cardiologie, et aussi en orthopédie, en anesthésie. Vous le savez, l'exemple pour la cardiologie, c'était de dire à un moment, les personnes âgées de 80 ans qui ont un infarctus s'en sortent moins bien que celles de 60 ans qui ont un infarctus. OK. Mais qu'est-ce qu'on stente? On va stenter les personnes de 60 ans, mais celles de 80 ans, on ne les stente pas parce qu'elles sont trop âgées. Et forcément, on dit que les personnes de 80 ans s'en sortent moins bien quand ils ont fait un infarctus. Bah oui, mais on ne les a pas stentées. Par contre, si on stente ces personnes de 80 ans, oui, elles s'en sortent aussi bien que celles de 60 ans, rapportées à l'espérance de vie, bien évidemment. Hein, entre 60 et 80 ans, on n'a pas la même espérance de vie derrière. Mais en post-infarctus, sur l'épisode aigu, toujours, qu'on a traité, eh bien oui, les personnes âgées s'en sortent aussi bien que les personnes plus jeunes, voire même, je dirais, un petit peu mieux. Parce que le mec qui a tenu jusqu'à 80 ans, ou 90 ans, c'est qu'il a une bonne constitution quand même. C'est Philippe Geluck qui disait ça. Hein. Vous connaissez Philippe Geluck, le chat là. Tous les vieux ont été jeunes, mais on ne peut pas dire l'inverse. Tous les jeunes n'ont pas... Alors, c'est un peu cynique de dire ça, hein. Mais ceux qui sont arrivés à 80 ans, ça veut dire qu'ils ont tenu jusqu'à là, donc ils ont quand même une certaine constitution. Hein, ils sont quand même assez costauds, donc on peut aller un petit peu plus loin éventuellement. OK. Dernière chose, aussi sur la réanimation, ce qui va être important, c'est savoir où on va dès le début, mais savoir aussi où est-ce qu'on va aller après, créer la filière de soins. Hein. On prend un patient, le 10 de lactate, 90 ans, là. On l'a pris chez nous en soins continus, en l'occurrence, hein, pour le mettre au mieux. Il va retourner après dans son EHPAD, mais on a déjà ce parcours de soins, on sait déjà où il va aller. Hein. C'est important aussi toujours d'avoir un coup d'après pour la réanimation gériatrique. Et ça, c'est pas toujours évident à avoir en tête. Et souvent, on s'oriente, nous, à titre personnel, hein, vers les soins de suite et réadaptation. Hein. Les patients, ils rentrent, ça arrive, mais ils rentrent rarement directement à domicile. Ils vont rarement dans un service spécialisé. Nous, on essaie de bien les chouchouter, les mettre au mieux, et après, on les met vers un service de réadaptation, convalescence, où là, ils se remusclent, ils réapprennent à marcher, à se remuscler, à manger tout seul, etc. D'accord? Donc, toujours avoir cette filière de soins gériatriques, c'est quelque chose qui est extrêmement importante aussi, et qu'on essaye d'intégrer au mieux. Alors, à Nice, on essaie de créer ça petit à petit. Ça existe, à mon sens, pas encore tout à fait partout, ces filières de soins gériatriques, mais c'est quelque chose, vraiment un élément majeur à mettre en place. Donc, la philosophie de la réanimation gériatrique, elle est extrêmement importante. J'aurais tendance à dire, peut-être, je suis peut-être un peu extrémiste là-dessus, mais peut-être tout le monde n'est pas apte si, tout le monde est apte, bien sûr, à faire la réanimation gériatrique, mais il faut avoir cette sensibilité d'équipe, et ça, il faut l'acquérir un petit peu au fil de temps, et accepter que les personnes âgées puissent s'en sortir de leur épisode aigu. Alors, je vous explique un peu ce qu'on fait en pratique chez nous, parce que c'était aussi le but de la présentation, pour que vous vous rendiez compte. Il n'y a pas beaucoup de diapositives, mais elles sont vraiment très importantes. Hein. Jean-Pierre Bouchon, vous vous souviendrez, les courbes, 1, 2, 3. L'autre chose, et ça c'est majeur aussi, alors il y a beaucoup de textes un petit peu partout, mais c'est pas, je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui connaissent ou pas ça? Quelques-uns, oui. Je ne sais pas si ça marche, le truc rouge, peu importe. Clinical Frailty Scale, 2004, je crois, 2005, Rockwood,
Canada, c'est majeur. Nous, on s'en est servi, j'avais ça en tête depuis 4-5 ans déjà, on s'en est servi beaucoup pour le Covid. C'est dans les recommandations que la PHP a pu faire aussi, enfin dans Intensive Care notamment, c'est paru, concernant le triage, on parlait de triage des patients âgés Covid, c'est connaître leur score de fragilité. Hein. Quand il y a une personne âgée qu'on vous propose des urgences, vous demandez à l'urgentiste, oui, mais quel est son clinical frailty scale? Donc en général, il ne sait pas ce que c'est, donc vous pouvez un peu briller aussi, ça c'est important. Mais c'est important, mais ça va devenir le Glasgow du vieux, ce truc-là, hein. Incontournable. 9 points, il faut les apprendre par cœur. À la fin de la session, je vous poserai les questions et vous ne sortirez pas si vous ne savez pas. 1, marathon. 2, golf. 3, pétanque. 4, canne. 5, déambulateur. 6, déambulateur avec aide. 7, fauteuil roulant. 8, lit. 9, terminal hill, soins palliatifs, maladie incurable. OK ? Le marathonien, le golfeur, le joueur de boules, on prend en réanimation. On ne discute même pas trop. Il a un problème, le marathonien, évidemment, 85 ans, Ah, une petite anecdote aussi qui me vient là. Vaccination Covid, on était à fond au printemps dernier, là, on vaccinait tout le monde, les vieux aussi également. On nous appelle, oui, on a une personne âgée, 90 ans, on vacciné Covid, Guylain Barré. Guylain Barré post-vaccination, ça a été décrit, ça a été publié, pas par nous, malheureusement, mais ça a été décrit. Guylain Barré post-vaccinal du Pfizer. 90 ans. Et il commence à avoir du mal à respirer. Ouais, mais la famille dit qu'il faisait 10 km de footing par jour. 10 km de footing, on n'est pas loin du marathon. 90 ans, il avait 88-90 ans, quelque chose comme ça, vraiment. Ancien pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, ça c'est véridique. Et du coup, moi j'ai reçu l'appel, ça m'intéressait, c'était sexy. Pilote de chasse, marathonien, Guylain Barré post-Covid, c'est des trucs qui font tilt, hein, c'est sexy quand même comme présentation. Et ouais, raboule. Alors c'était un vendredi soir, moi je l'ai accepté et c'est un de mes collègues qui l'a pris en charge. Je vous dis, c'est une philosophie, la réanimation gériatrique. Faut vraiment avoir l'esprit vieux, enfin l'esprit, je m'entends, l'esprit du vieux, quoi. Donc il faut vraiment vouloir les prendre en charge à fond. Prophétie autoréalisatrice dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi. Il arrive, il faut le prendre en charge à fond. Moi, c'était vendredi soir, je me suis barré, chose à faire, hein, je suis fonctionnaire. Non, je ne suis pas fonctionnaire, mais voilà. Non, je me suis barré quand même. J'ai juste rapidement vu comment il était. Et c'est vrai qu'il avait du mal à respirer sur son Guillain-Barré. Ça se comprend, hein, Guillain-Barré, polyneuropathie, hein, paralysie progressive, c'était un peu embêtant. Ah, 90 ans, bon, a priori, clinical frailty-scale à 1. On discute rapidement. Je dis à mon collègue, ouais, on intube et on voit. Il a intubé, effectivement. 90 ans, Guillain-Barré, post-vaccinal, il a intubé. Lui, il avait l'arrière-pensée, j'intube le temps que la famille puisse arriver et puisse le voir, avant qu'il s'arrête de respirer et qu'il meure. Je suis arrivé le samedi matin, et j'ai arrêté l'hypnovel, le Sufenta, j'ai tout arrêté. La famille était vue la nuit, avis grave, machin, vous connaissez, et j'ai tout arrêté. Et Guillain-Barré post-vaccinal, en tout cas dans notre cas, nous, ça s'est résolu assez rapidement, une semaine c'était réglé, croyez-moi ou pas, mais le gars, il était au fauteuil 10 jours après, même pas 10 jours après, et il expliquait aux infirmières le maniement du manche à balai. Enfin, sans vouloir faire un esprit graveleux, hein, mais c'était vraiment ça. Donc le mec, 90 ans, on a intubé, il s'en est sorti, mais nickel, vraiment, il a retourné sa vie chez lui. Ça, c'était au printemps dernier. Donc des exemples comme ça, il y en a. Beaucoup. Il y en a beaucoup. Et vous en avez peut-être aussi des vieux, des cas mascottes qui s'en sont sortis. Vous l'avez bien en tête, hein, clinical frailty scale, recoude, c'est majeur. Le vieux, c'est incontournable. C'est le Glasgow du vieux, ça. OK ? L'autre chose qu'on a chez nous qui est extrêmement important, qu'on a mis en place, que vous avez mis en place probablement aussi, mais qui correspond au parcours de soins également, c'est ce qu'on appelle, nous, le niveau d'engagement thérapeutique. Dans les 48 heures d'une entrée d'un patient, que ce soit en réanimation, en soins continus ou même en service de médecine, parce que je travaille dans un hôpital gériatrique, et même en SSR, on va essayer de mettre ça en place pour tous les patients qui rentrent, dans les 48-72 heures. Niveau d'engagement thérapeutique. Entre 1 et 5.
on dit l'ATA 1, l'ATA 2, l'ATA 3, l'ATA 4, l'ATA 5. On appelle ça comme ça. L'ATA 1, on fait tout. Transplantation, ECMO, massage cardiaque, on se lance à fond pour le patient. On a dit l'ATA 1, on fait tout. Okay, l'ATA 5, on ne fait rien, soins palliatifs, soins de confort, sédation terminale, on a tout ce qui ne sert à rien. Et entre les deux, on va coter le patient. 2, pas de réanimation d'arrêt cardiaque. Ce qui est bien parce que la nuit, des fois, les infirmières elles nous appellent. Ma première garde que j'ai fait dans mon hôpital, moi, dans mon hôpital gériatrique, les infirmières m'ont appelé pour un arrêt cardiaque à 83 ans. Je me suis réveillé, ma nuit de garde, arrêt cardiaque à 83 ans, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai pas réfléchi, j'ai marché, j'ai intubé, j'ai fait le truc comme vous. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire à 83 ans dans un hôpital gériatrique. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous êtes réanimateur dans un hôpital gériatrique, est-ce qu'il faut réanimer moi j'ai dit je vais réfléchir plus tard, je réfléchirai demain matin, je vais mettre des tuyaux partout, je le descends en réa, puis on verra. La dame est morte le lendemain matin, effectivement, le temps qu'on prévienne la famille, donc tout s'était très très bien passé. Mais il n'y avait pas eu dans le dossier de notification d'absence de réanimation en cas d'arrêt cardiaque pour cette patiente-là. Donc là, l'ATA 2 pour nous, c'est pas de réanimation d'un arrêt cardiaque et ou directives anticipées par le patient. Vous connaissez les directives anticipées? Eh ben nous, on essaie de les demander systématiquement et ça fait partie du jeu. Donc, l'ATA 2, il y a des directives anticipées, il faut aller regarder qu'est-ce que le patient veut faire, veut pas faire, machin. On a réfléchi, on en discute, mais au moins, on s'est vraiment situé. Et en urgence, on peut rapidement avoir des réponses. 3, pas de prise en charge d'une nouvelle défaillance, c'est-à-dire qu'on va traiter à fond notre patient pour ce qu'il a actuellement. Un patient qui est rentré pour Covid chez nous, un vieux, on dit l'ATA 3, on va le traiter à fond pour son Covid. Lunettes, OptiFlow, VNI peut-être, intubation, et puis on va voir comment ça se passe. Mais par contre, s'il défaille du côté des reins, s'il a une hémorragie digestive avec ses corticoïdes ou autre, machin, c'est trop, on laisse tomber. Donc ça, c'est l'ATA 3. Pas de prise en charge d'une nouvelle défaillance autre que la défaillance d'organes initiale pour laquelle il est arrivé. L'ATA 4, pas d'escalade thérapeutique. Si on garde l'esprit du patient Covid. Mais on pourrait prendre un autre exemple. Regardez, pour le l'ATA 4, parce que ça va vous toucher directement. Et peut-être que vous avez eu ces expériences-là. C'est des blocs opératoires de chirurgie urgente de péritonite pour des patients âgés. Vous en avez eu forcément si vous avez fait des gardes aux urgences. Que ça peut être une péritonite biliaire sur un angiocolite ou autre. Ça peut être un cancer du côlon qui est voulu à bas bruit mais qui a fait une occlusion du côlon avec une péritonite stercorale par exemple. Bref, on discute rapidement aux urgences, mais vous n'êtes pas là. Anesthésistes, chirurgiens discutent rapidement entre eux et se disent « Ok, bingo, on opère ce patient-là. Chirurgie de la péritonite, on met l'intestin à la peau éventuellement et tout ça. Ok. Le patient, il sort du bloc, il est propre, chirurgie de propreté, le péritoine est bien nettoyé, il y a des drains là où il faut, machin, le côlon est à la peau. Un petit fond de noradré, parce qu'il sort du bloc et qu'il est un peu fatigué. Et là, qu'est-ce qu'on fait de ce patient-là ? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ce que j'ai vu parfois, c'est que ce type de patient qui était âgé, on le mettait dans un service de chirurgie parce qu'il était âgé. On lui a donné sa chance, c'est bon. Non, mais nous, on est MPO, MPO, médecine périopératoire. On fait aussi de la médecine périopératoire. Et les mecs, l'urgentiste, il s'est fait chier, le chirurgien, il s'est fait chier, l'anesthésiste, il s'est fait chier. Et ben nous, on peut se faire chier un petit peu après en médecine périopératoire, c'est-à-dire que ce patient qui sort du bloc avec un petit peu de noradré et qui est un petit peu fatigué de base parce qu'il a plus de 80 ans, ben on va le prendre en réanimation, soins continus, et puis on va faire du LATA 4. C'est-à-dire qu'on va le mettre le mieux possible, on va sevrer tranquillement sa noradré parce que le vieux, ça prend du temps, et que vous allez voir que le lendemain matin ou 2 jours après, avec un petit peu de remplissage, quand les phénomènes inflammatoires se sont un tout petit peu tus, eh ben lui, il est bien. Et puis on ne l'a pas extubé, mais il se réveille comme une fleur, il est content, il sourit, il a pas mal, il va bien, et on l'extube bien, et on le remet sur les rails. C'est-à-dire que tout le monde qui s'est fait chier avant, ben nous, on continue l'action, si vous voulez, on continue le geste, et on va le prendre en charge. Mais par contre, si vous le prenez le soir et que vous voyez que vous montez la noradré, que le lactate monte, qui devient tout marbré et tout ça, bah oui, la péritonite, elle n'a pas été traitée complètement, c'est trop compliqué, on arrête. Donc ça, c'est le LATA 4. Donc ça, c'est le projet aussi qu'on a pour tous les patients. Projet thérapeutique, on va dans un sens. Ça s'arrête bientôt, non? Oh là 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 là, il faut aller vite. Alors, je vais vous donner juste des petits trucs et astuces qu'on fait, nous, régulièrement. Quand même en réanimation gériatrique, je vous ai donné quelques éléments. On prend notre temps, on écoute les patients, on s'assoit au bord du lit, on discute avec eux. On a cette ambiance vraiment d'appréciation du vieux. Et puis, on a des petits trucs qu'on fait aussi, peut-être qu'on ne fait pas ça partout, c'est très vite mobiliser.
au fauteuil, très vite bouger, très vite faire marcher avec la kiné, surtout ne pas le laisser au lit. Alors c'est des recommandations, mais c'est de la réanimation du bon sens. Et puis au-delà de ça, il y a des choses au niveau pharmacologique qu'on fait, et ça c'est important aussi, c'est que l'hypnovel, on le bannit. Hein, c'est pas possible de mettre de l'hypnovel à quelqu'un de 80 ans, 85 ans qui va mettre des plombes à l'évacuer. Donc c'est bien évidemment diprivant quand il en faut, parce qu'il n'en faut pas tout le temps chez tout le monde. C'est un petit peu de morphinique quand il faut, mais pas souvent. C'est arrêter des médicaments qu'on ne doit pas mettre chez le vieux. Plus de 80 ans avec la flécaïne, et moi, c'est pas possible de voir des patients de plus de 80 ans avec la flécaïne. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et puis, c'est des petites choses que nous, on met en plus aussi en place. C'est par exemple la musicothérapie. Je ne sais pas si vous connaissez la musicothérapie. Musicaire, regardez un petit peu parce que c'est extrêmement intéressant, c'est de mettre une musique spécifique pour accompagner, mettre dans une bonne ambiance les patients. Dernière chose qu'on fait, et ça c'est confidentiel, donc ce sera enregistré, c'est pas grave, ça ira partout, mais je vous le dis, je vous avoue, nous on met du Red Bull chez nos patients. Red Bull, vous connaissez, boisson énergétique, là. Parce qu'il y a quelque chose qui est dramatique chez la personne âgée, c'est le syndrome de glissement. C'est le vieux qui est de moins en moins bien, qui se sent partir, qui rentre lui-même dans la prophétie autoréalisatrice et qui commence un petit peu une dépression et qui devient apathique. Ben, croyez-moi ou pas, encore une fois, mais faites-vous votre idée. Nous, on a mis en place, ce n'est pas un protocole Red Bull, mais on propose du Red Bull vraiment. On leur donne, tac, avec le repas le midi. Enfin, le matin en général, parce que le soir, c'est pas terrible de donner du Red Bull. Ben, ça marche. Moi, je pense que ça marche. Je n'ai pas fait d'études, on n'a pas l'environnement pour ça, mais les infirmières y croient, la surveillante du service y croit, et c'est eux-mêmes qui, des fois, proposent, tiens, on pourrait peut-être lui filer un petit Red Bull, là. On va voir. Alors, l'étape d'après que j'aimerais bien faire, c'est du CBD. Du CBD le soir pour les patients. Parce que donner du Tranxène ou quoi le soir, machin, parce que le patient est agité, il ne se réveille pas, il met 3 jours à cuver son Tranxène, la personne âgée. Alors qu'une petite tisane au CBD, pour la personne âgée, en soins continus, en réanimation, moi j'y crois. Donc c'est des choses que j'aimerais bien faire. Et si vous êtes motivé, voilà, on s'écrit, on se voit. Je vous ai mis mon mail juste à la fin, de toute façon, donc comme ça, ça c'est aussi important. Voilà, vous m'écrivez si vous voulez discuter de ça avec moi. Dernière chose, et peut-être on va s'arrêter là hein, pour les personnes âgées. Quelque chose qui est majeur, je vous ai dit, c'est l'ambiance du vieux. Il y a quelque chose que j'apprécie énormément en réanimation, moi, et pour des raisons surtout personnelles, hein, c'est les infirmières. Et vous le savez, les infirmières, elles sont majeures en réanimation. Vous pouvez mettre le meilleur réanimateur du monde entier dans une réanimation naze, il va faire de la merde. Vous mettez le réanimateur le plus nul, le plus cancre, qui ne connaît rien du tout, dans une réanimation avec des beaux protocoles infirmiers, avec des infirmières qui savent vraiment ce qu'elles font. La nuit de garde avec le réanimateur nul, ça va bien se passer parce que les infirmières seront là. Donc les infirmières sont majeures, c'est des piliers de la réanimation. Enfin, je le dis, tout le monde le sait. Alors au niveau, et je suis passé par là, au niveau des internes, des fois c'est un peu difficile parce que vous rentrez en réanimation, des fois vous faites flagellés par les infirmières comme ça, mais elles sont majeures. Et donc dans la réanimation gériatrique dans laquelle je travaille, les infirmières font un boulot exceptionnel. Elles prennent les patients, elles les mettent au fauteuil, et c'est pas toujours facile. Elle les accompagne, elle les écoute, elle les apprécie, enfin, elle les entoure d'énormément de soins, donc les infirmières sont aussi majeures à ce niveau-là. Voilà, bon, j'aurais des milliards d'autres choses à vous raconter, des milliards d'anecdotes, mais j'aimerais bien peut-être vous laisser la parole. On a le temps? Rapidement, parce que je parle beaucoup. Allez-y, racontez-moi des histoires de vieux, j'adore ça. Qui a une personne âgée qui l'a pris en charge, qui voudrait nous raconter son histoire? Vous en avez tous. Ne me dites pas que vous faites que de la réanimation pédiatrique. Vous n'avez pas un cas mascotte de plus de 80 ans là? Ah, alors attends, vas-y, redis bien. Non, et c'est ce qui avait été le fil rouge de tout son hospice, c'est que tout le monde avait dit, mais il est nickel, il skiait. Et d'ailleurs, il s'en est bien, enfin, il s'en est remis, il était... Et donc, c'était quoi sa raison de la prise en charge là, pardon, c'était quoi sa pathologie initiale? Un Covid. Un Covid, d'accord. Un Covid skieur. Oui. Donc, frailty score à 1. Et oui. Voilà. Frailty score à 1, on prend, on n'hésite pas. Quel âge? 85 ans. Et il s'en est sorti? Oui. Bravo. Nickel. Ouais. Donc voilà, bien sélectionné, bonne stratégie thérapeutique, on sait où on va, ça marche.
la réanimation gériatrique marche, et vous allez y être confronté de toute façon avec le vieillissement de la population. OK. Je ne sais pas si vous avez d'autres remarques, d'autres questions, d'autres suggestions. Ouais. Ah bah il n'y a plus de. Faut que tu parles dans mon micro. Merci pour ce topo super intéressant. J'aurais juste aimé que vous nous parliez un peu de vous. Vous n'avez pas trop évoqué. Vous avez deux DES du coup. Enfin, comment vous en êtes arrivé à être anesthésiste réanimateur et gériatre? Et pas que. On a parlé. Ouais, bon, le parcours est un peu particulier. Effectivement, moi, j'ai commencé l'anesthésie réanimation parce que c'est une spécialité intéressante et ça, je ne vais pas vous l'apprendre. J'ai fait pas mal de réanimation médicale également aussi parce que j'ai poussé beaucoup dans le domaine de la réanimation et peut-être un peu moins du côté de l'anesthésie. Et j'ai eu cette appétence assez tôt, on va dire. C'est-à-dire en clinica déjà, je me suis intéressé à la personne âgée. Comme je vous ai dit, parce que ça m'énervait qu'on les prenne en charge, et j'ai vu que c'était nécessaire de les prendre en charge. Donc j'ai eu cette appétence très tôt pour la gériatrie, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire de spécifique dessus. Mais si on ne le fait pas, ou si on le fait mal, ça ne marche pas. Donc j'ai poursuivi là-dessus. Et puis, il y a la capacité de gériatrie qui marchait jusqu'à maintenant. Capacité de gériatrie, c'était la possibilité de se former en post-internat. Donc en général, c'est pour les généralistes. Pour les urgentistes qui font ça un petit peu, les urgentistes qui veulent plutôt s'orienter vers médecin coordinateur, par exemple, ou un truc comme ça. Donc moi, j'ai fait 2 ans de capacité de gériatrie avec des stages en EHPAD notamment. Mais c'est intéressant, c'est un nouveau monde et on comprend énormément de choses, notamment sur la sénescence cellulaire, on en a parlé rapidement, sur le vieillissement physiologique, on en a parlé aussi. Donc j'ai la capacité effectivement de gériatrie et gérontologie, voilà, en truc. Mais c'est un diplôme, mais c'est aussi une sensibilité plus qu'un diplôme, on va dire. Alors maintenant, la capacité n'existe plus, mais il y a toujours des DU qui sont possibles de faire. Et puis, pour faire de la pub, même si c'est complètement altruiste, hein, parce que j'y participe pas du tout, mais il y a un DU de médecine périopératoire gériatrique, je crois, qui est fait avec notamment la fac de Bordeaux, hein, qui s'occupe de ça, avec, je crois, Bertrand Guidet notamment, une gériatre qui travaille à Saint-Antoine aussi, qui est extrêmement compétente là-dedans. Donc, si ça vous intéresse, et ça doit vous intéresser parce que c'est passionnant, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, effectivement. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage super intéressant. Merci à vous.